Le paysage plat qui entoure de nos jours la ville russe de Koursk porte encore le témoignage de la bataille qui s'y est déroulée en juillet 1943. Après les défaites allemandes de Moscou et Stalingrad, cette bataille devait être l'offensive décisive décidée par Hitler sur le front de l'Est. Mais l'assaut des forces allemandes sur Koursk, dont le nom de code est Opération Citadelle, va vite se transformer en une féroce bataille d'usure composée de combats désespérés. La région de Koursk va ainsi être le théâtre de la plus grande bataille de chars de l'histoire. L'enjeu est essentiel pour les deux camps. En effet, si la Wehrmacht l'emporte, la route vers Moscou lui est ouverte. En revanche, si l'armée rouge stoppe l'offensive allemande, elle pourra reprendre l'initiative des combats et repousser l'envahisseur allemand hors de la Russie occidentale. Des milliers de chars et de canons d'assaut vont donc être engagés dans une lutte aussi sanglante que chaotique. C'est sur deux hommes très différents que va peser la lourde responsabilité de décider du sort de la bataille de Koursk. Le feldmaréchal allemand Erich von Manstein et le général russe Nikolaï Vatoutine. Ils vont se heurter dans un face-à-face épique. Au début de février 1943, après 7 mois de combats acharnés, l'armée rouge remporte sa première grande victoire à Stalingrad. La 6e armée allemande se rend après avoir perdu 250 000 hommes, dont plus de 90 000 prisonniers. Les combats, qui pour la plupart se sont déroulés dans les ruines de cette ville industrielle jadis imposante, ont montré que l'armée rouge est désormais aussi redoutable que la Wehrmacht. Mais au bout d'un mois, les forces allemandes se regroupent et contre-attaquent dans le sud. Elles détruisent 3 armées russes et reprennent Kharkov, 4e ville de l'Union soviétique. Les troupes de la Wehrmacht retrouvent immédiatement un moral jusqu'alors très entamé. Leur succès à Kharkov est en partie dû à l'habileté de leur chef, le feldmaréchal Erich von Manstein. Ce dernier est convaincu qu'avec une force armée mieux entraînée mais plus réduite que l'armée rouge, la clé du succès repose sur un principe de combat mobile. C'est pourquoi, en mars 1943, Manstein veut poursuivre l'offensive pour continuer à déstabiliser les soviétiques. Mais Hitler, qui s'immisce à présent dans toutes les affaires militaires, ne veut rien entendre. Il ordonne sur le champ l'arrêt de l'offensive de Kharkov. Persuadé que la chance va enfin lui sourire, le Führer est décidé à préparer une offensive décisive pour le premier semestre de l'année 1943. Il choisit alors un arc nouvellement formé qui s'étend sur plus de 500 km autour de la ville de Koursk, au nord de Kharkov. Son plan prévoit une attaque en tenaille, avec 2 assauts simultanés par le centre et par le sud, partant successivement d'Orel et de Bielgorod. Hitler estime déjà que la future victoire à Koursk éclairera le monde tel un phare et qu'elle motivera l'armée allemande pour un nouvel assaut sur l'URSS. Mais les services de renseignement soviétiques découvrent vite les grandes lignes du plan d'Hitler et l'armée rouge se prépare à contre-attaquer. L'une des jeunes étoiles montantes de Staline, le général Nikolaï Vatoutine, commandant du front de Voronezh et qui a combattu à Kharkov, est responsable de la défense de la moitié sud du saillant de Koursk. Le charismatique Erich von Manstein et l'énergique Nikolaï Vatoutine vont devoir faire appel à toute leur expérience militaire lors de leur confrontation imminente et décisive. Fils du général d'artillerie Eduard von Lewinsky, Erich von Lewinsky, né en 1887, est très jeune adopté par la sœur de sa mère et son mari, le colonel von Manstein, qui n'ont pas d'enfants. C'est donc sous le nom de von Manstein qu'il va connaître la gloire militaire,
comme nombre de membres de cette illustre famille aristocratique prussienne. Après ses études à l'école des cadets de Plön, puis à Berlin-Lichterfelde, il est nommé en 1906 sous-lieutenant au 3e régiment d'infanterie de la garde à Berlin. Promu lieutenant en 1914, il se bat sur le front et occupe des fonctions d'état-major et termine la guerre avec le grade de capitaine. Resté dans la Reichswehr après la guerre, il est en 1938 lieutenant général à la tête de l'état-major de l'armée, en position dans les Sudètes. Au moment de la campagne de Pologne, en 1939, Manstein devient le chef d'état-major du groupe d'armées sud, commandé par le feldmaréchal Gerd von Rundstedt. C'est Manstein qui préconise et planifie l'attaque allemande blindée de la France à travers les Ardennes, la fameuse attaque en faucille, une nouvelle tactique qui, par son habileté, surprend totalement les Français en mai 1940. Nommé général d'infanterie en juin 1940, il commande un corps blindé en 1941 et participe ainsi aux attaques sur Leningrad. Après avoir conquis la presqu'île de Kertch et pris Sébastopol, il est promu général-oberst, puis feldmaréchal, le 1er juillet 1942. Durant l'hiver 1942, à la tête du groupe d'armées sud, von Manstein arrive cependant trop tard pour aider la 6e armée cernée à Stalingrad. Mais il parvient à reprendre la ville de Kharkov en mars 1943 avec l'élan et le panache qui le caractérisent. Né en 1901 près de Voronej, Nikolaï Fedorovitch Vatoutine est issu d'une humble famille paysanne. Bénéficiant de l'école du district sous l'empire tsariste, il commence des études commerciales, mais ne peut les terminer faute de bourse. Il rejoint l'armée rouge en 1920 et combat pendant la guerre civile, suit les cours d'officier et entre à l'académie Frunze et devient un brillant officier d'état-major promu général en 1939. Étoile montante de l'armée rouge, il a été remarqué très tôt par Staline, qui est impressionné par ses qualités naturelles de chef et ses compétences d'officier d'état-major. Vatoutine est par conséquent épargné lors des purges de la fin des années 30, qui déciment les rangs des officiers soviétiques. Il s'avère être un officier d'état-major remarquable, ainsi qu'un chef redoutable et impitoyable. En 1941, Vatoutine est à Moscou en tant que chef d'état-major du front nord-ouest, qui comprend notamment Leningrad. Il joue un rôle clé dans l'échec de la poussée allemande sur Moscou à la fin de la même année. Vatoutine est nommé en mars 1943 à la tête du front de Voronej. Et il prend part aux contre-offensives qui mènent à l'anéantissement de la 6e armée allemande à Stalingrad. Il fait partie de cette nouvelle sorte de chef soviétique, dur et coriace, qui croit au concept de défense stratégique. Après avoir absorbé une offensive allemande, les Russes contre-attaquent durement pour repousser les Allemands. Vatoutine est convaincu que cette stratégie va fonctionner à Koursk. C'est en suivant ce principe qu'il planifie les opérations avec son état-major. À la fin du printemps 1943, tandis que les forces adverses commencent à se rassembler de part et d'autre de la ligne de front, Vatoutine et Manstein sont tous deux conscients que leurs plans de bataille respectifs seront déterminants pour l'issue du conflit. Au printemps 1943, Hitler donne l'ordre de préparer une offensive massive et décisive de la Wehrmacht sur le front de l'Est, afin de réparer le désastre de Stalingrad. Cette défaite a été non seulement très grave pour l'armée, mais elle a littéralement rendu malade le Führer, qui entend absolument obtenir une victoire décisive et réparatrice en URSS. Le plan allemand prévoit d'abord un bombardement massif terrestre et aérien sur le saillant de Koursk, avec au nord la 9e armée débouchant au sud d'Orel et au sud la 4e Panzerarmée dans la zone de Bielgorod. Le tout soutenu par 2 armées aériennes, les Allemands doivent attaquer en tenaille simultanée pour écraser les défenses soviétiques. Les 2 armées commandées par Model et von Manstein devraient alors se regrouper à l'est de Koursk, puis attaquer au nord-est en direction de Moscou.
En tant que commandant en chef du groupe d'armée sud, von Manstein est responsable de la tenaille sud. Mais il a des doutes sur la stratégie d'Hitler, en particulier lorsque le Führer retarde l'offensive pour augmenter ses forces blindées. En juillet 1943, Hitler dispose de près d'1 million d'hommes, avec 2700 chars et canons d'assaut. « 3000 pièces d'artillerie et 1800 avions regroupés pour l'offensive. Malgré cela, les Soviétiques ont 2 fois plus d'hommes que les Allemands. Et 2 fois plus de chars et autres véhicules blindés. L'armée rouge comprend 2 armées aériennes, plus une armée de réserve représentant 3500 avions qui viennent soutenir les troupes au sol. En plusieurs semaines de préparation, les Soviétiques ont amélioré leur transmission codée et se sont fait une idée précise des plans allemands. Une grande partie de ces sources de renseignements provient de Bletchley Park à Londres, où les codes de la machine secrète allemande Enigma sont déchiffrés et les informations envoyées à Joseph Staline et au haut commandement soviétique. Depuis toujours, Staline préfère l'attaque à la défense, qu'il condamne farouchement. C'est la raison pour laquelle il ordonne de mener à Koursk une attaque préventive. Le maréchal Gorgui Zhukov, chef d'état-major de l'armée rouge, désapprouve son chef. Il écrit à Staline soutenant qu'une attaque préventive contre les Allemands à Koursk serait un désastre, le pressant d'envisager plutôt une stratégie défensive. Staline finit par céder. Zhukov ordonne immédiatement à ses commandants du front, dont fait partie Vatoutine, la construction d'un gigantesque système défensif centré à Koursk. Les vestiges en sont encore visibles aujourd'hui. Une ligne de chemin de fer est construite pour acheminer troupes, armes et autres ravitaillements dans la zone. Longue de plus de 100 km, elle est achevée en seulement 30 jours. Des milliers de chars, atouts primordiaux pour la bataille à venir, arrivent avec leurs équipages, en direct des ateliers des usines, situés à plus de 1500 km de là. « 300 000 travailleurs civils sont réquisitionnés pour creuser des lignes de tranchées, des abris et des pièges à chars s'étendant sur plus de 5500 km. Le haut commandement soviétique déploie blindés et infanterie le long de ces lignes de défense. Face à elle, un demi-million de mines sont déposées avec une telle densité au mètre carré que les Soviétiques affirment en plaisantant qu'Hermann Göring ne pourrait même pas y glisser une médaille. Vatoutine en particulier est déterminé à transformer le saillant de Koursk en une immense forteresse et à faire appel à tous les soldats et toutes les armes qu'il pourra rassembler. Tandis que le front central tient le nord, le front de Voronezh de Vatoutine couvre la moitié sud du saillant, avec une réserve de renfort, le front de la steppe, qui se tient prêt à intervenir derrière les 3 lignes de défense principales, espacées de 15 à 25 km chacune. Une ligne de défense arrière protège la base du saillant, derrière laquelle sont disposés des renforts supplémentaires. Avions et formations blindées se tiennent prêts à contre-attaquer quand le moment sera venu. Manstein et les autres chefs de la Wehrmacht, très impressionnés par les excellentes performances et la rapidité du char soviétique T-34, étaient déterminés à obtenir une arme équivalente. Les ingénieurs chargés de la conception des Panzers se sont rendus sur le front de l'Est pour étudier eux-mêmes le T-34. Mais ils ont perdu beaucoup de temps et ce n'est qu'en mai 1943 que l'industrie allemande peut travailler.
Le nouveau char est le Panzer Mark V Panther. Comme le T-34, le Panther présente un blindage incliné. Il est armé d'un canon de 75 mm très mobile, ainsi que de 2 mitrailleuses et est protégé par un blindage frontal de 80 mm. Hitler tient à ce que soit déployé un maximum de Panthers pour l'opération Citadelle. Il faut donc pour cela attendre que les usines en aient produit un nombre suffisant. Le Führer veut également utiliser 2 autres blindés. Tout d'abord un char lourd, plus redoutable encore, le Mark VI Tigre, doté d'un puissant canon de 88 mm, qui a combattu une première fois en Tunisie au début de l'année 1943. Le Tigre est alors le plus puissant et le plus grand char de son époque. L'autre nouvelle arme d'Hitler est un canon d'assaut autopropulsé, le Ferdinand, monté sur un châssis de Tigre, et qui est lui aussi armé du redoutable canon de 88 mm. Mais la guerre des chars ne va pas se limiter au sol pendant la bataille de Koursk. Les 2 camps sont également déterminés à mener un combat sans merci dans le ciel, faisant appel à des avions spécialisés dans la destruction des forces blindées. Ainsi, pour soutenir les Panzers de Manstein, la Luftwaffe va mettre en ligne le Stuka Ju-87, casseur de chars, armé d'un canon de 37 mm, capable de détruire n'importe quel char ou autre véhicule blindé soviétique. De leur côté, les forces blindées de Vatoutine peuvent compter sur un avion équivalent, l'Ilyushin IL-2 Stormovik. Également équipé d'un canon de 37 mm, il est tellement efficace que les soldats allemands l'ont surnommé « la mort noire ». En ce début de juillet 1943, des millions de soldats se rassemblent et se préparent à la bataille. Du général au 2e classe, qu'il porte l'uniforme de la Wehrmacht ou celui de l'armée rouge, chaque soldat des 2 camps sait que le combat va être impitoyable. En juillet 1943, Hitler a rassemblé la majeure partie des divisions d'élite de la Wehrmacht pour l'offensive de Koursk. Les forces de Manstein comprennent des éléments de la Waffen-SS, dont la qualité militaire est maintenant reconnue par tous. Théoriquement, sous le commandement d'Heinrich Himmler, les Waffen-SS sont en fait devenus la principale ossature de la Wehrmacht sur le front de l'Est. D'autres détachements SS vont cependant se rendre coupables sur le terrain de véritables crimes de guerre. À la veille de la bataille de Koursk, le moral est au plus haut chez les soldats de la Wehrmacht, comme chez les Waffen-SS. L'optimisme renaît. Cette fois, la supériorité allemande finira par l'emporter. Les Allemands restent convaincus que leur armement, leur tactique et la coopération entre leurs différentes armes restent supérieurs à ceux de leurs adversaires. Les soldats de la Wehrmacht sentent pourtant que Koursk sera encore une bataille sanglante et sans compromis, à l'image de tant d'autres qui se sont déroulés sur le front de l'Est. Les Russes, eux, ont mûri. Ils ne sont plus les soldats naïfs et mal commandés de 1941.
L'expérience acquise pendant la bataille de Stalingrad et celles qui ont suivi les a rendus plus confiants. Motivés par leur haine de l'Allemagne, les soldats de l'armée rouge sont naturellement inflexibles, déterminés et capables de combattre et de survivre dans les conditions les plus extrêmes du climat russe. Malgré les pertes énormes essuyées par l'armée rouge, les soldats soviétiques sont plus résolus que jamais au sacrifice de leur vie pour sauver leur patrie. Parmi les forces russes engagées contre les Allemands à Koursk, on trouve même des femmes. L'armée rouge les recrute en masse dans ses unités de combat, notamment dans l'infanterie, les chars et la flotte aérienne, ainsi que dans des postes de soutien, équipes médicales ou décryptage des signaux. L'armée rouge reste également une institution draconienne, où tout manquement à la discipline et la lâcheté sont punis par le transfert dans un bataillon de représailles qui envoie ses effectifs dans des attaques suicides, dans le seul but d'attirer le feu ennemi. Cela fait partie des mœurs de la guerre sur le front de l'Est, où les deux camps se montrent aussi implacables l'un que l'autre. Le dimanche 4 juillet 1943, les 2700 chars de la 4e Panzer Armée et de la 9e Armée se préparent à avancer sur le saillant de Koursk, tenu par les Soviétiques. Pour Erich von Manstein et Nikolai Vatoutine, l'un des plus grands face-à-face de l'histoire de la guerre va bientôt commencer. Tôt dans l'après-midi du dimanche 4 juillet 1943, plus d'1 millier de canons et de lance-roquettes allemands ouvrent le feu sur les lignes soviétiques. Au-dessus d'eux, dans le ciel, l'armada aérienne de la Luftwaffe renforce le tir de barrage par ses attaques au sol et ses bombardements. À 15 heures, alors que le bombardement et le tir d'artillerie se poursuivent, les unités de pointe des blindés et de l'artillerie de von Manstein lancent une attaque préliminaire. Objectif, s'emparer des postes d'observation, position essentielle pour diriger le feu de l'artillerie sur les défenses principales de Vatoutine. Le lendemain, 5 juillet, à l'aube, les forces blindées de Manstein attendent de lancer l'attaque principale, sans se douter que les services de renseignement de Vatoutine connaissent déjà l'heure exacte prévue par les Allemands. Les divisions d'assaut d'infanterie et de panzer se tiennent sur leur position de départ. Mais de l'autre côté du No Man's Land, les Russes se préparent aussi à faire feu. Dix minutes avant l'assaut escompté, Vatoutine déclenche avec 600 canons et mortiers une contre-préparation d'artillerie qui va durer plusieurs heures. La bataille de Koursk a vraiment commencé. Sans se laisser décourager, l'artillerie allemande ouvre le feu comme cela était prévu à l'origine. Et Manstein lance en avant la 4e Panzer Armée du général Hermann Hoth. En tête marche une formation blindée composée d'infanterie motorisée, de Panthères et de Mark IV sur les flancs, et en fer de lance de Tigre et de Ferdinand. L'offensive sud de Manstein doit pénétrer dans le goulot sud-est du saillant de Koursk, avant de se diriger au nord vers la ville elle-même. Mais dès le départ, les Panthères subissent de lourdes pertes face à une résistance plus acharnée que prévu. Vatoutine a même enterré ses chars et attaque les Panzers avec tous ses moyens, y compris des bouteilles enflammées. Sous les feux croisés de l'infanterie soviétique, les pertes s'alourdissent pour les canons anti-chars et l'artillerie de Manstein.
Vatoutine commence à déployer ses chars en vue d'une contre-attaque. Manstein pousse ses troupes en avant. Simultanément, dans le nord du saillant, la 9e armée allemande lance elle aussi l'attaque, soutenue par un bombardement terrestre et aérien. Cet assaut vise à percer le goulot nord-est du saillant pour rejoindre finalement les forces de Manstein autour de la ville de Koursk. Mais comme pour l'attaque de Manstein dans le sud, la 9e armée se heurte à un mur d'explosifs et d'obus anti-chars russes. La progression est aussi sanglante que laborieuse. Depuis le ciel, les avions des deux camps ajoutent à la violence des combats. La 9e armée se heurte en avançant à une résistance grandissante de la part des soviétiques. Dans le sud, l'offensive de Manstein semble elle aussi s'effriter. Les défenses de Vatoutine, bien positionnées et quasi impénétrables, permettent à ses soldats de détruire les blindés les plus vulnérables de la 4e Panzer Armée, les Panthers et les Mark IV. Alors que les Panzers s'enfoncent plus loin dans les défenses de Vatoutine, seuls les Tigres et les Ferdinand, plus lourdement blindés, représentent encore une force redoutable. Au cours de leur progression, les forces blindées lourdes allemandes se heurtent aux batteries de canons anti-chars et de canons de campagne soviétiques, chacun défendu par sa propre unité d'infanterie qui concentre un feu nourri sur les chars de Manstein. Un canon russe parvient à détruire 15 Panzers avant d'être détruit à son tour. Les carcasses de chars allemands commencent à joncher le champ de bataille de Koursk. Malgré les pertes croissantes infligées à ses troupes à mesure qu'elles absorbent les attaques de Manstein, Vatoutine peut compter sur des réserves et des renforts apparemment inépuisables. Alors qu'au nord et au sud, les offensives allemandes s'essoufflent, Vatoutine et les autres chefs soviétiques lancent les premières contre-attaques de blindés. Les assauts des T-34 sont appuyés par des troupes d'infanterie fraîche, ainsi que par un violent tir d'artillerie. Le 10 juillet, ces attaques sont parvenues à contenir l'offensive allemande dans le nord. En 5 jours, la 9e armée de Model n'a pu pénétrer que d'une douzaine de kilomètres dans les lignes ennemies, et en payant durement son avancée. Les pertes des deux côtés sont comparables à celles des combats de la Première Guerre mondiale. Pourtant, au sud, Manstein a percé sur 30 km, et il continue à progresser en direction de la ville même de Koursk. Alors que ses panzers avancent, le feldmaréchal pense qu'il peut encore gagner la bataille.
Vatoutine fait monter en ligne de nouveaux renforts afin de contenir les assauts de Manstein. Les Tigres et les Ferdinand sont maintenant bloqués dans les zones anti-chars soviétiques. Les sections anti-chars soviétiques attaquent sans relâche les panzers ainsi exposés et leurs équipages. Alors qu'au sol, la bataille s'intensifie, dans le ciel, la lutte devient encore plus féroce, qu'il s'agisse du soutien aux troupes terrestres ou des combats individuels. Comme au sol, il s'agit d'une bataille d'usure. Mais les Soviétiques remplacent leurs pertes en appareils et en pilotes plus rapidement que les Allemands. Les Stormovik soviétiques créent des brèches importantes dans les lignes de blindés allemands. Leur tactique est maintenant plus sophistiquée. Utilisant la méthode appelée communément celle du serpent, ou tactique en S, un vol de Stormovik attaque des groupes de panzers sur les flancs, alors que ces derniers se préparent à charger. Les avions d'assaut soviétiques font ainsi des ravages chez leurs ennemis. Le 12 juillet, la progression de Manstein commence à faiblir. Mais les unités allemandes continuent à se rapprocher de la ville de Prokhorovka. La 5e armée blindée de la garde, réserve stratégique que Vatoutine destinait à une contre-offensive, est maintenant la dernière véritable ligne de défense contre la progression des panzers. Manstein est convaincu que s'il parvient à percer les lignes de défense russes en face de Prokhorovka, la victoire est encore possible. Comprenant le danger, Vatoutine déploie donc la 5e armée blindée de la garde. Le 12 juillet, les deux armées sont bientôt engagées dans l'ultime bataille. « 1200 chars foncent les uns contre les autres autour de Prokhorovka. La plus grande bataille de chars de l'histoire a commencé. Les Panzer Division SS affrontent deux armées blindées soviétiques, attaquant sous la protection de deux armées aériennes. Les forces blindées de Manstein se rapprochent des dernières lignes de défense de Vatoutine, derrière lesquelles la campagne mène directement à Koursk. Vatoutine est bientôt contraint d'utiliser ses ultimes réserves. La bataille est totale. Des deux côtés, on ne fait pas de quartier. Les panzers allemands et les T-34 soviétiques se battent à moins de 100 mètres les uns des autres. Les Tigres subissent de lourdes pertes. En plein jour, la fumée de la bataille et des incendies de blindés est telle que les combattants ont l'impression que la nuit est tombée.
Au bout de 12 heures d'une bataille acharnée, plus de 700 chars russes et allemands en fumée jonchent un front de 13 km. Des dizaines de milliers de cadavres allemands et soviétiques gisent sur le champ de bataille. Malgré ces pertes énormes, Vatoutine n'a pas seulement stoppé l'offensive de Manstein, il est maintenant en position pour le repousser. Le général soviétique sent que la victoire est possible. Le temps est venu de lancer la contre-attaque. Elle est soutenue dans les airs par les terribles Stormovik et au sol par un tir de barrage massif de l'artillerie. Indifférent face à ses propres pertes, qui sont très lourdes, Vatoutine fait reculer inexorablement les troupes de Manstein. Il en va de même au nord de Koursk, où la 9e armée allemande, décimée, doit se replier. La contre-offensive soviétique permet de regagner rapidement le territoire perdu lors de l'assaut allemand. Elle va plus loin, éradiquant entièrement le saillant de Koursk. Ces généraux font comprendre à Hitler que la bataille de Koursk est une incontestable défaite. Le Führer doit se rendre à l'évidence. Son rêve de reprendre l'initiative sur le front de l'Est a vécu. Les Soviétiques poursuivent leurs attaques de jour comme de nuit. Le 3 août, Vatoutine lance une nouvelle contre-attaque. L'opération Roumyantsev débute après un bombardement terrestre et aérien massif. Elle balaie bientôt tout sur son passage. Bielgorod est libéré le 6 août, Kharkov le 23, tandis que les forces de Vatoutine continuent à repousser les Allemands vers l'ouest. Manstein et ses hommes commencent à comprendre que la victoire en Union soviétique n'est plus possible. Le spectre de la défaite allemande devient une réalité. Au total, la bataille de Koursk aura coûté aux Allemands presque 100 000 hommes, 800 canons, 1200 avions et 2500 chars. Des pertes que la Wehrmacht peut difficilement se permettre. De plus, des milliers de soldats allemands ont été faits prisonniers et ne connaîtront plus que les camps soviétiques. Pour ces hommes, les victoires de 1941 ne sont plus qu'un lointain souvenir. Les pertes soviétiques à Koursk sont encore plus grandes, avec plus de 250 000 morts et 650 000 blessés.
Mais contrairement aux Allemands, l'armée rouge dispose de réserves humaines pratiquement inépuisables. En outre, l'industrie de guerre soviétique va continuer à devancer la production allemande. Bien qu'il ait fait appel à Manstein, ainsi qu'aux autres principaux généraux, et qu'il ait envoyé à Koursk ses meilleurs hommes et ses meilleures armes contre son ennemi juré, Hitler perd l'une des batailles essentielles de la Seconde Guerre mondiale. Lui-même réalise maintenant que la chance a irrémédiablement tourné sur le front de l'Est. Vatoutine et l'armée rouge peuvent désormais entamer leur marche triomphale vers l'ouest, jusqu'à Berlin. Après la bataille de Koursk, alors que tout est contre lui, Erich von Manstein mène en combattant avec beaucoup d'habileté le repli de ses troupes. Il reste ouvertement critique à l'égard de la stratégie d'Hitler et ne manque pas à plus de 3 occasions lors de conférences militaires de déclarer au Führer qu'il juge aberrantes certaines de ses idées. Manstein est finalement démis de ses fonctions en mars 1944 et il est fait prisonnier par les Anglais en mai 1945. En 1949, il sera condamné à 18 ans d'emprisonnement. Il est libéré pour raison de santé en 1953. Il meurt en 1973 et est à présent considéré comme l'un des plus remarquables des généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale. Nikolaï Vatoutine enchaîne les victoires après la bataille de Koursk, à commencer par la reconquête de Kharkov. Sa renommée grandit. Mais le 29 février 1944, il est abattu par un partisan indépendantiste ukrainien. Une fin tragique pour l'un des plus grands commandants d'armée de Staline. Les forces allemandes nourrissent de grands espoirs au début de la bataille de Koursk. Mais cette dernière va marquer pour Hitler la fin de l'initiative des combats sur le front de l'Est. À partir de là, dans le secteur de Koursk et partout ailleurs, l'Allemagne et ses alliés passent à la défensive. Ce ne sera plus qu'une succession de défaites. Pour Erich von Manstein, Koursk est un échec sévère mais prévisible. Pour Nikolaï Vatoutine, c'est la reconnaissance triomphale du passage à l'âge adulte de l'armée rouge face à son redoutable ennemi.